Il faisait chaud ce matin-là dans le Loiret, une chaleur étouffante qui collait aux vêtements et faisait vibrer l'air au-dessus des champs de blé. Le tracteur Massey Ferguson de 450 chevaux, d'une valeur de 380 000 € venait de s'arrêter net au milieu de la parcelle, crachant une fumée noire qui sentait le métal brûlé et l'huile surchauffée. Les ouvriers agricoles s'étaient rassemblés autour de la machine comme autour d'un cadavre, le visage grave, sachant ce que cette panne signifiait. La moisson devait être terminée dans 3 jours maximum, sinon tout serait perdu. 300 hectares de blé, 1 million d'euros de récolte, 15 familles qui dépendaient de ce revenu. Bernard Duchamp, le propriétaire de la ferme, était sorti de sa Range Rover flambant neuve en claquant la portière. Il portait une chemise Ralph Lauren dont les boutons tendaient sur son ventre, un jean diesel et des bottes italiennes à 800 €. Sa Rolex scintillait au soleil. Il s'approcha du tracteur, les mâchoires serrées, le front rouge de colère. « Putain de merde, pas maintenant !» gronda-t-il en donnant un coup de pied dans le pneu. Son chef d'équipe, Michel, un homme de 50 ans au visage buriné, secoua la tête avec impuissance. « Patron, j'ai appelé 3 mécaniciens ce matin. Aucun ne peut venir avant demain, et encore. Ils disent tous que c'est sûrement le moteur, qu'il faudra peut-être le remplacer complètement. Ça pourrait coûter dans les 150 000 € et prendre 2 semaines. » Bernard devint livide. 2 semaines, c'était la catastrophe assurée. Il se tourna vers ses ouvriers, cherchant une solution dans leurs regards inquiets. C'est alors que le plus jeune, Thomas, un garçon de 22 ans qui travaillait là depuis l'été, leva timidement la main. « Patron, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait regarder. Une femme qui traîne parfois près de la départementale 940, vers Pithiviers. On dit qu'elle était mécano avant. Elle connaît les machines agricoles. » Bernard se tourna vers lui, les sourcils froncés. « Une femme ? Une mécano ? Tu te fous de ma gueule ?» Thomas baissa les yeux. « C'est juste ce qu'on dit dans le coin, patron. Elle a réparé le tracteur des Moreau l'année dernière quand plus personne n'y arrivait. » Bernard éclata d'un rire gras et méprisant. « Les Moreau, ces pauvres cons qui ont à peine 10 hectares. Mon tracteur vaut plus cher que leur ferme entière, petit. Mais bon, si tu veux qu'on se marre un peu, va la chercher ta clocharde. Ça nous fera au moins passer le temps en attendant les vrais professionnels. » Les autres ouvriers ricanèrent nerveusement. Michel secoua la tête, mais ne dit rien. Thomas partit en camionnette vers la route départementale. 1 heure plus tard, le bruit d'un vieux moteur diesel se fit entendre. Thomas revenait dans sa Citroën Berlingo cabossée. Il se gara près du tracteur et descendit pour ouvrir la portière passager. Une femme en sortit lentement, comme si chaque mouvement lui demandait un effort. Amélie Mercier avait 39 ans, mais en paraissait 50. Ses cheveux châtains, jadis magnifiques, étaient noués en une queue de cheval graisseuse et emmêlée. Son visage était marqué par le soleil, le froid, les nuits à la dure. Ses yeux verts, pourtant, brillaient encore d'une intelligence vive et profonde. Elle portait un vieux bleu de travail, bleu de Chine délavé, taché de cambouis, dont les coutures étaient rafistolées avec du fil de pêche. Ses mains étaient calleuses, marquées de cicatrices anciennes, les ongles noirs de crasse mécanique, impossibles à enlever complètement. À ses pieds, des vieilles baskets de sécurité Caterpillar, dont la semelle se décollait. Elle tenait contre elle un sac de toile militaire d'où dépassaient quelques outils rouillés. Le silence se fit immédiatement. Tous les regards convergèrent vers elle. Bernard, qui était en train de boire une bière près de sa voiture, faillit s'étouffer. Il s'approcha d'elle d'un pas lourd, la toisant de haut en bas avec un dégoût non dissimulé. « C'est quoi cette blague, Thomas ? C'est ça ta spécialiste ? Une SDF qui pue la pisse et l'alcool ?» Amélie ne broncha pas. Elle avait l'habitude. Elle leva simplement les yeux vers Bernard et dit d'une voix calme mais ferme. « Je ne bois pas, monsieur. Et si vous voulez que votre tracteur reparte avant la fin de la journée, laissez-moi regarder. » Bernard éclata de rire, un rire énorme qui secoua son ventre. Les ouvriers suivirent, moins convaincus. Michel détourna les yeux, mal à l'aise. « Tu entends ça, les gars? La clocharde va nous réparer un Massey Ferguson 8S de dernière génération. Putain, c'est Noël avant l'heure. » Il se tourna vers Amélie, le sourire méchant.
Dis-moi, ma belle, t'as au moins un diplôme? T'as déjà vu un moteur Stage Phi de 9 litres de ta vie? Tu sais ce que c'est qu'un système SCR ou un filtre à particules? Parce que moi, j'ai fait venir des mecs avec 15 ans d'expérience chez Massé qui ont dit que c'était foutu. Amélie posa son sac par terre et s'approcha du tracteur. Elle passa sa main sur le capot comme on caresse un animal blessé. Votre moteur fait un bruit de roulement mort au niveau du vilebrequin, continua Bernard en ricanant. Les spécialistes ont dit qu'il faut tout démonter, peut-être même changer le bloc moteur complet. Mais vas-y, fais-nous rire. Montre-nous comment on répare ça avec 3 bouts de ferraille rouillés. Amélie se tourna vers lui et dit très calmement « Ce n'est pas le vilebrequin. C'est la pompe haute pression du système d'injection Common Rail qui a un défaut d'alignement et qui provoque une surpression dans le circuit. Le bruit que vous entendez ressemble à un problème de roulement, mais c'est en fait la vibration harmonique transmise à travers le bloc par la pompe désalignée. Si vous démontiez le moteur comme vos spécialistes vous l'ont conseillé, vous auriez détruit pour rien un bloc parfaitement sain et gaspillé 150 000 €. Le silence qui suivit fut total. On n'entendait plus que le vent dans les épis de blé et le chant lointain d'une alouette. Bernard cligna des yeux, bouche ouverte. Michel, le chef d'équipe, se redressa soudain, attentif. Les autres ouvriers se regardèrent, confus. Bernard reprit ses esprits et cracha par terre. « N'importe quoi, tu racontes n'importe quoi pour te rendre intéressante. Tu crois m'impressionner avec tes mots techniques que t'as sûrement lus sur Internet ?» Amélie le regarda droit dans les yeux. « Vous avez appelé le concessionnaire Massey-Ferguson de Fleury-les-Aubrais ce matin à 9h30. Ils vous ont dit qu'ils ne pouvaient pas envoyer quelqu'un avant demain après-midi et qu'il faudrait probablement commander un bloc moteur neuf, délai 3 semaines. C'est exact ?» Bernard pâlit légèrement. Comment pouvait-elle savoir ça? Le garage Renault Trucks de Pithiviers vous a dit la même chose. Et Durand Motoculture à Orléans vous a proposé de vous prêter un vieux tracteur pour 5 000 € la semaine, ce que vous avez refusé parce que cette machine n'a pas assez de puissance pour vos outils. Bernard recula d'un pas. Comment tu... Les nouvelles vont vite dans le milieu agricole, monsieur Duchamp, dit Amélie, sans sourciller. Et je sais aussi que vous avez un contrat avec les grands moulins de Paris qui vous pénalise de 50 000 € si vous livrez en retard. Donc si on compte bien 150 000 € de réparation moteur, 3 semaines d'immobilisation, 50 000 € de pénalité, plus la perte de la récolte qui va pourrir sur pied, vous regardez facilement un demi-million d'euros partir en fumée. Tout ça parce que vous ne voulez pas me laisser regarder votre tracteur. Si vous croyez que le talent n'a pas de sexe ni de classe sociale, que chacun mérite une chance de prouver sa valeur, peu importe d'où il vient, laissez votre like maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne pour entendre des histoires qui vont vous toucher au cœur et vous rappeler qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Et dites-moi en commentaire d'où vous nous regardez. Je veux savoir de quel coin de France ou du monde vous suivez ces récits. Allez, je continue l'histoire. Amélie était née à Chartres en 1986 dans une famille ouvrière. Son père, Jacques Mercier, était un simple employé à l'usine Timken de roulements à billes. Sa mère, Christine, travaillait comme aide-soignante à l'hôpital. Il vivait dans un petit pavillon à Lucé, dans la banlieue chartraine, avec un jardin où son père bricolait sans cesse. Amélie avait grandi dans l'odeur d'huile moteur et le bruit des clés à molette. Mais la personne qui avait vraiment façonné son destin n'était ni son père ni sa mère. C'était sa grand-mère paternelle, Marceline Mercier. Marceline était une légende vivante dans le monde de la mécanique agricole française. Née en 1932, elle avait commencé à travailler à 16 ans comme apprentie dans un garage de réparation de tracteurs à Bonneval, en pleine Beauce. À une époque où les femmes n'avaient même pas le droit de vote, elle avait appris à démonter et remonter des moteurs Perkins, des transmissions Ferguson, des systèmes hydrauliques Massey-Harris. Les hommes du garage se moquaient d'elle au début, lui confiaient les tâches ingrates, le nettoyage, le rangement. Mais Marceline avait quelque chose que beaucoup n'avaient pas,
une compréhension instinctive de la mécanique. Elle entendait des sons que les autres ne percevaient pas, sentait des vibrations imperceptibles, devinait les pannes avant même d'ouvrir un capot. À 25 ans, en 1957, elle était devenue la mécanicienne en chef du garage. Les agriculteurs venaient de tout le département la consulter. On racontait qu'elle avait réparé un tracteur Farmal, que 3 ingénieurs de la marque avaient déclaré irréparable. On disait qu'elle avait inventé un système de filtration d'huile qui avait été repris par Renault Agriculture. Des entreprises comme John Deere, Case IH et même Caterpillar lui avaient fait des offres d'embauche qu'elle avait toutes refusées. « Je suis bosseronne », disait-elle. « Ma place est ici, avec les gens de la terre. » Elle s'était mariée avec un agriculteur, avait eu 3 enfants dont Jacques, le père d'Amélie, mais n'avait jamais cessé de travailler. Son atelier, installé dans une grange près de Janville, était devenu mythique. Les murs étaient couverts d'outils parfaitement rangés, de schémas techniques annotés de sa main, de pièces de collection soigneusement entreposées. Amélie avait 6 ans quand elle était entrée pour la première fois dans cet atelier. Elle se souvenait encore de l'odeur, un mélange de graisse, de diesel, de métal et de foin. Marceline, alors âgée de 60 ans, travaillait sur un énorme tracteur Fendt. Ses mains étaient couvertes de cambouis, ses cheveux gris attachés sous un foulard rouge. Elle s'était retournée en entendant la petite entrée et avait souri. « Alors toi, tu es la petite Amélie. Viens voir, je vais t'apprendre quelque chose. » À partir de ce jour, chaque mercredi, chaque week-end, chaque vacances scolaires, Amélie passait des heures avec sa grand-mère dans l'atelier. Marceline ne lui enseignait pas simplement la mécanique. Elle lui transmettait une philosophie, une manière de penser. Les machines ne mentent jamais, Amélie. Les machines te disent toujours la vérité si tu sais les écouter. Un moteur qui tousse, c'est comme un enfant qui pleure. Il faut comprendre pourquoi avant de le soigner. Elle lui apprenait à écouter les bruits, à sentir les vibrations, à observer les détails infimes. Tu vois cette trace d'huile là? Elle ne devrait pas être là. Ça veut dire que le joint de culasse commence à fatiguer. Dans 2 semaines, il va lâcher. Mais la plupart des mécaniciens ne le verront pas avant que le moteur fume. Amélie absorbait tout comme une éponge. À 10 ans, elle savait démonter un carburateur. À 12 ans, elle réparait seule des alternateurs. À 15 ans, elle diagnostiquait des pannes que des professionnels n'arrivaient pas à identifier. Mais Marceline lui enseignait aussi l'humilité et la dignité. « N'oublie jamais d'où tu viens, Amélie. Tu es une fille du peuple comme moi. Les riches, les diplômés, ils vont te mépriser parce que tu es une femme et parce que tu n'as pas leurs papiers. Mais le vrai savoir n'est pas sur les papiers. Le vrai savoir est dans les mains, dans le cœur, dans la capacité à servir les autres. » Marceline refusait toujours d'être payée plus que le juste prix. Elle réparait gratuitement les tracteurs des petits agriculteurs en difficulté. « L'argent, ce n'est que du papier, disait-elle. Ce qui compte, c'est ce que tu laisses derrière toi. C'est les gens que tu as aidés. » Amélie avait 17 ans quand Marceline était tombée malade. Un cancer du poumon, probablement dû aux années passées à respirer les fumées de diesel et les vapeurs d'essence. Elle avait refusé la chimiothérapie. À 81 ans, je ne vais pas me battre contre la nature. J'ai eu une belle vie. J'ai fait ce que j'aimais. Elle était morte en 2003 dans son sommeil, une nuit de novembre. Amélie était effondrée. Elle avait perdu plus qu'une grand-mère, elle avait perdu son mentor, sa boussole, son modèle. Aux funérailles, plus de 300 personnes s'étaient déplacées, agriculteurs, mécaniciens, fournisseurs, clients. Beaucoup pleuraient. Le maire de Janville avait fait un discours émouvant. Marceline Mercier était une géante parmi nous. Elle incarnait le travail bien fait, le service désintéressé, la fierté du métier. Elle restera dans nos mémoires comme la plus grande mécanicienne que la Beauce ait jamais connue. Après la mort de sa grand-mère, Amélie avait décidé de reprendre l'atelier. Elle avait à peine 18 ans. Ses parents étaient inquiets mais soutenaient sa décision. Pendant 10 ans, de 2003 à 2013, Amélie avait tenu l'atelier avec une compétence qui rappelait celle de Marceline. Les clients revenaient confiants.
Elle travaillait 16 heures par jour, réparait des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, des tonnes à lisier, des ensileuses. Elle gagnait correctement sa vie, pas richement, mais dignement. Elle s'était mariée à 23 ans avec Julien, un technicien informatique qu'elle avait rencontré à Chartres. Ils avaient eu une petite fille, Chloé, en 2010. La vie était simple mais heureuse. Et puis, en 2013, tout s'était effondré. Julien était parti. Amélie ne savait toujours pas exactement pourquoi. Il avait dit qu'il ne supportait plus sa vie, qu'il voulait autre chose, qu'il étouffait dans cette campagne. Il était parti à Paris avec une collègue et n'était jamais revenu. Le divorce avait été prononcé en 2014. Julien ne payait pas la pension alimentaire. Amélie s'était retrouvée seule avec Chloé, âgée de 4 ans. La même année, l'atelier avait commencé à péricliter. Un grand centre de réparation agricole classe avait ouvert à Chartres avec des mécaniciens diplômés, des machines de diagnostic électronique dernier cri, des tarifs compétitifs. Les clients, surtout les gros exploitants, avaient commencé à aller là-bas. « C'est plus moderne, plus rapide, plus sûr », disait-il. Amélie perdait peu à peu son chiffre d'affaires. En 2015, elle ne pouvait plus payer le loyer de l'atelier. La banque refusait de lui accorder un prêt. « Vous n'avez aucun diplôme officiel, Madame Mercier. Vous n'avez pas de garantie suffisante. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. » Elle avait dû fermer l'atelier en septembre 2015. Tous les outils de Marceline, toute l'histoire de cet endroit, vendus aux enchères pour une bouchée de pain. Amélie s'était effondrée ce jour-là, pleurant au milieu de la grange vide. Sans revenu, elle ne pouvait plus payer son loyer. Elle s'était installée chez ses parents avec Chloé. Mais en 2016, son père Jacques avait eu un accident du travail grave à l'usine Timken. Une machine mal sécurisée lui avait écrasé la jambe. Il était resté handicapé, incapable de travailler. Sa mère Christine devait s'occuper de lui tout en continuant à travailler. Il n'y avait plus de place pour Amélie et Chloé. C'est là qu'Amélie avait pris la décision la plus douloureuse de sa vie. En janvier 2017, elle avait confié Chloé, alors âgée de 7 ans, à sa sœur cadette Marie, qui vivait à Tours avec son mari et avait une situation stable. « Je ne peux pas lui offrir une vie digne », avait-elle dit en sanglotant. « Elle mérite mieux qu'une mère qui dort dans sa voiture. » Marie avait accepté, le cœur brisé. Amélie avait embrassé sa fille une dernière fois, lui avait promis qu'elle reviendrait la chercher dès qu'elle irait mieux, et s'était enfuie pour ne pas se laisser fléchir. Depuis 7 ans, Amélie vivait dans la rue. Elle dormait sous des ponts, dans des hangars abandonnés, parfois dans sa vieille Peugeot 206 quand elle avait assez d'essence. Elle mangeait à la soupe populaire, fouillait les poubelles des supermarchés. Mais elle n'avait jamais perdu son savoir. De temps en temps, des agriculteurs qui se souvenaient d'elle ou qui avaient entendu parler de sa grand-mère lui demandèrent de jeter un œil à une machine. Elle réparait pour quelques euros, parfois pour un repas chaud. Elle gardait ses outils dans son sac militaire, dormait avec eux, ne les quittait jamais. C'était tout ce qui lui restait de Marceline, tout ce qui lui restait de sa vie d'avant. Elle voyait Chloé une fois par mois, le dimanche, au parc de Tours. Sa fille avait maintenant 14 ans et commençait à poser des questions difficiles. « Maman, pourquoi tu ne viens pas habiter avec nous ?» Amélie ne savait jamais quoi répondre. Bernard Duchamp, lui, avait eu une vie totalement différente. Il était né en 1963 dans une famille de grands propriétaires terriens du Loiret. Les Duchamp possédaient des terres dans la région depuis 3 générations. Son grand-père avait acheté les premières parcelles dans les années 1920. Son père, Henri Duchamp, avait agrandi le domaine dans les années 1960 et 1970, profitant de la politique agricole commune européenne et des subventions généreuses. Bernard avait grandi dans une grande maison bourgeoise à Pithiviers, avec domestiques, voitures de luxe, vacances à la montagne l'hiver et en Bretagne l'été. Il n'avait jamais manqué de rien. Il avait fait des études d'agronomie à AgroParisTech, une des meilleures écoles d'ingénieurs agricoles de France. Il en était sorti en 1986 avec un diplôme prestigieux et était revenu reprendre l'exploitation familiale.
Son père lui avait laissé les rênes progressivement et était mort en 2005, lui léguant 800 hectares de terres fertiles, du matériel agricole dernier cri, des contrats juteux avec des coopératives et des meuniers. Bernard gagnait facilement 300 000 € par an. Il possédait 3 tracteurs, 2 moissonneuses-batteuses, une dizaine de véhicules et machines diverses, le tout pour une valeur totale dépassant les 2 millions d'euros. Mais Bernard avait un défaut majeur. Il était profondément méprisant. Il méprisait les petits agriculteurs qu'il considérait comme des losers, incapables de s'adapter au marché. Il méprisait les ouvriers agricoles qu'il payait au SMIC et traitait comme des sous-hommes. Il méprisait les femmes qu'il considérait comme bonnes uniquement pour la cuisine et le ménage. Sa propre femme, Sylvie, l'avait quitté en 2018 après 30 ans de mariage, fatiguée de ses humiliations constantes, de ses infidélités, de son arrogance. Ses 2 fils, Maxime et Jérôme, vivaient à Paris et ne lui parlaient presque plus. Il lui reprochait d'avoir pourri leur enfance avec son autoritarisme et ses colères. Bernard avait fait de l'argent son Dieu. Il calculait tout en termes de profit et de rendement. Les gens n'étaient pour lui que des moyens ou des obstacles. Il avait plusieurs fois escroqué des petits fournisseurs en refusant de payer leurs factures, sachant qu'il n'avait pas les moyens de l'attaquer en justice. Il avait licencié des ouvriers fidèles du jour au lendemain, sans préavis ni indemnité, pour économiser quelques milliers d'euros. On le détestait dans toute la région, mais on le craignait aussi. Il avait du pouvoir, des relations, des avocats. Son tracteur Massey Ferguson 8S.265, acheté neuf en 2021 pour 380 000 €, était le symbole de sa réussite et de son orgueil. C'était le tracteur le plus puissant et le plus moderne du département, avec son moteur FPT de 9 litres développant 270 chevaux, sa transmission Dyna VT à variation continue, son système de guidage GPS RTK au centimètre près, sa cabine climatisée avec écran tactile de 12 pouces. Quand il circulait avec ce monstre, Bernard se sentait invincible. Il toisait les autres agriculteurs, depuis sa cabine surélevée comme un empereur romain sur son char. Mais aujourd'hui, son empereur de métal était mort, et toute sa fortune, toute son arrogance ne servait à rien si la machine ne redémarrait pas. Les spécialistes de Massey Ferguson avaient été catégoriques. Problème majeur de bloc moteur, démontage complet nécessaire, 3 semaines de délai minimum, 150 000 € de pièces et main-d'œuvre. Bernard avait ragé, menacé, tempêté. Mais les faits étaient là. Sans tracteur, pas de moisson, sans moisson, pas de revenus. Et avec les pénalités de retard, c'était la catastrophe financière. C'est dans ce contexte que cette femme sale, cette SDF, cette moins que rien, osait se présenter devant lui et prétendre connaître son tracteur mieux que des ingénieurs diplômés. C'était une insulte, c'était inacceptable, mais quelque chose dans le regard d'Amélie, quelque chose dans la précision de ses paroles, avait créé un petit doute dans son esprit. Elle avait parlé de pompes haute pression, de common rail, de vibrations harmoniques, d'alignement. C'était du vocabulaire technique précis, pas des mots glanés sur Internet. Michel, le chef d'équipe, s'approcha de Bernard et lui murmura à l'oreille « Patron, j'ai entendu parler d'elle. C'est la petite fille de Marceline Mercier, la vieille mécano de Janville. Marceline, c'était une légende. Elle a réparé le John Deere de mon oncle en 1998, une panne que personne n'arrivait à trouver. Si sa petite fille a la moitié de son talent. » Bernard se tourna vers Michel, furieux. « Tu la connais, tu me fais perdre mon temps avec des légendes de paysans, des conneries de vieux qui radotent. » Amélie, qui avait entendu l'échange, dit calmement « Marceline Mercier a inventé en 1985 un système de filtration d'huile à double étage qui a été breveté par Renault Agriculture sous la référence FR 2547893B1. Elle a reçu en 1992 la médaille du mérite agricole pour service rendu à la profession. Elle a formé 47 mécaniciens qui travaillent aujourd'hui partout en France. Si vous ne me croyez pas, appelez la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir.
Ils ont une plaque à son nom dans leur hall d'entrée. Bernard resta bouche bée. Comment cette clocharde pouvait-elle connaître ces détails? Thomas, le jeune ouvrier, intervint timidement. « Patron, on n'a rien à perdre à la laisser regarder. Si elle se trompe, on aura juste perdu 1 heure. Si elle a raison, on économise 150 000 € et 3 semaines. » Bernard regarda Amélie avec un mélange de mépris et de curiosité malsaine. « Ok, vas-y, fais ton cirque. Mais quand tu auras prouvé que tu racontes n'importe quoi, tu dégages et tu ne remets jamais les pieds sur mes terres. Et si par miracle tu trouves quelque chose, je te donnerai 50 €. C'est toujours mieux que ce que tu gagnes en fouillant les poubelles. » Les ouvriers ricanèrent à nouveau. Amélie ne répondit pas. Elle s'approcha du tracteur, posa son sac par terre et sortit une vieille lampe torche, une clé à molette, un stéthoscope de mécano et un petit carnet noir usé jusqu'à la corde. C'était le carnet de Marceline, celui où elle notait toutes ses observations, tous ses diagnostics. Amélie l'avait sauvé lors de la vente de l'atelier. Elle l'ouvrit à une page annotée en 1997. Pompe HP Bosch CP1. Problème d'alignement sur moteur Common Rail première génération. Symptômes: bruit ressemblant à roulement mort, fumée noire intermittente, perte de puissance progressive. Amélie grimpa sur le marchepied du tracteur, ouvrit la cabine et écouta. Elle tourna la clé de contact en position intermédiaire, sans démarrer le moteur. Elle écouta le bruit de la pompe de gavage, le clic des électrovannes, le sifflement du turbo à géométrie variable. Tout était normal de ce côté. Elle redescendit, ouvrit le capot moteur. La chaleur accumulée la frappa au visage. Le moteur FPT de 9 litres se dressait devant elle, magnifique et complexe, hérissé de tuyaux, de câbles, de capteurs. Elle passa sa main sur le bloc, sentant les vibrations résiduelles. Elle prit son stéthoscope et l'appliqua à différents endroits du moteur, écoutant avec une concentration absolue. Bernard, les bras croisés, ricanait. « Eh ben, dis donc, elle sort le stéthoscope. Tu vas ausculter le moteur comme un médecin, ma pauvre fille. Tu crois que le tracteur va te dire où il a mal ?» Les ouvriers rirent. Amélie ne leva même pas les yeux. Elle se déplaça vers l'arrière du moteur, là où se trouvait la pompe haute pression. C'était une pompe Bosch CP 4.2, un modèle récent et sophistiqué capable de générer des pressions de 2500 bars pour alimenter les injecteurs Common Rail. Amélie examina les fixations de la pompe. Elle sortit une clé à œil de 13 et vérifia le serrage des boulons. 2 d'entre eux étaient légèrement desserrés. Elle vérifia ensuite l'alignement de la pompe avec le pignon d'entraînement. Il y avait un léger décalage, à peine visible à l'œil nu, mais suffisant pour créer une tension anormale sur l'axe de la pompe. Elle se redressa, essuya ses mains sur son pantalon et se tourna vers Bernard. « Votre pompe haute pression a été mal remontée lors du dernier entretien. Les boulons de fixation ne sont pas serrés au couple recommandé et l'alignement avec le pignon d'entraînement présente un défaut de 0,8 mm. Ce défaut crée une contrainte latérale sur l'axe de la pompe, qui génère une vibration harmonique transmise à tout le bloc moteur. Cette vibration produit un bruit qui ressemble exactement à un roulement de vilebrequin mort. C'est un diagnostic classique d'erreur. De plus, la surpression créée par le mauvais alignement a commencé à endommager les joints internes de la pompe, d'où la fumée noire que vous avez observée. Si vous continuez à faire tourner ce moteur dans cet état, dans 2 jours maximum, la pompe va exploser, projeter du carburant sous haute pression dans tout le compartiment moteur et vous aurez un incendie. Le moteur sera détruit et la cabine probablement aussi. Votre tracteur à 380 000 € deviendra une épave. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Bernard était devenu blanc comme un linge. Michel avait les yeux écarquillés. Les autres ouvriers se regardaient, incrédules. Thomas avait un sourire qui commençait à poindre. Bernard bégaya « C'est impossible. Comment tu peux savoir ça rien qu'en regardant ?» Amélie répondit calmement « J'ai vu ce problème exact sur un Classe Action 870 en 2012 chez un agriculteur de Toury. Même symptôme, même cause.
La pompe avait été remontée par un mécanicien du concessionnaire qui n'avait pas respecté la procédure de calage et de serrage. Le propriétaire avait failli perdre son tracteur dans un incendie. Depuis, je vérifie systématiquement l'alignement des pompes HP sur tous les moteurs Common Rail que je vois. Bernard ne savait plus quoi dire. Il se tourna vers Michel. « C'est vrai que la pompe a été démontée au dernier entretien ?» Michel hocha la tête. « Oui, patron, il y a 3 mois, le gars de chez Massey a dit qu'il fallait vérifier les joints parce qu'il y avait eu une campagne de rappel sur ce modèle de pompe. Il a démonté, vérifié, remonté. Il a dit que tout était OK. » Amélie ajouta, « Le technicien a probablement fait son travail normalement, mais ces pompes sont extrêmement sensibles. Si on ne serre pas les boulons avec une clé dynamométrique réglée exactement à 25 Nm, et si on ne vérifie pas l'alignement avec un comparateur au centième, on crée ce genre de problème. La plupart des mécaniciens ne le font pas parce que ça prend du temps et que les fabricants ne l'exigent pas explicitement. Mais Marceline me l'avait appris. Sur un Common Rail, la précision fait tout. Bernard sentait le sol se dérober sous ses pieds. Cette femme avait raison, il le sentait. Mais son orgueil refusait de l'admettre. « Bon, admettons que tu aies raison sur le diagnostic, ce que je ne crois pas encore. Comment tu comptes réparer ça ? Tu vas me dire que tu vas réaligner la pompe avec tes 3 outils rouillés ?» Amélie secoua la tête. « Non, je n'ai pas l'outillage nécessaire ici. Il faut une clé dynamométrique, un comparateur d'alignement et des cales de précision. Mais je peux vous dire exactement ce qu'il faut faire, et n'importe quel mécanicien compétent pourra le faire en 1 heure. Ça coûtera 200 € de main-d'œuvre au lieu de 150 000 € de réparation moteur. » Bernard éclata. « 200 €? Tu te fous de ma gueule? Les mecs de Massey m'ont dit 150 000 ?» Amélie le regarda dans les yeux, parce que les mecs de Massey n'ont pas diagnostiqué le vrai problème. Ils ont entendu le bruit, ils ont cru à un roulement mort, ils ont appliqué la procédure standard, démontage complet du moteur. C'est la réponse classique quand on ne cherche pas plus loin. Mais si vous démontez ce moteur, vous allez découvrir que tous les roulements sont parfaits, que le vilebrequin est impeccable et que vous avez dépensé une fortune pour rien. Pendant ce temps, la vraie cause, la pompe mal alignée, sera toujours là. » Michel s'approcha du tracteur et vérifia lui-même les boulons. Il sortit une clé de sa poche et constata qu'effectivement, 2 boulons étaient moins serrés que les autres. Il regarda Amélie avec un respect nouveau. « Elle a raison, patron, les boulons ne sont pas au couple. Et maintenant qu'elle le dit, je me souviens que le technicien était pressé ce jour-là. Il avait 3 autres interventions dans l'après-midi. Il a peut-être bâclé. » Bernard ne savait plus quoi faire. Une partie de lui voulait chasser cette femme, crier, nier l'évidence. Mais une autre partie, plus rationnelle, commençait à réaliser qu'il avait peut-être devant lui quelqu'un d'exceptionnel. Thomas, enhardi, dit « Patron, on peut au moins essayer. On appelle un mécano avec l'outillage, on fait ce qu'elle dit et on voit. Si ça marche pas, on aura perdu quoi? Une journée? Si ça marche, on économise une fortune. » Bernard, acculé, finit par céder. « Ok, Michel, appelle Durand Motoculture, qu'ils envoient un mec avec une clé dynamométrique et ce qu'il faut pour réaligner cette saloperie de pompe. Et toi, dit-il en pointant Amélie du doigt, tu restes là et tu expliques exactement ce qu'il faut faire. Mais si ça marche pas, je te jure que tu vas le regretter. » Michel passa le coup de fil. 1 heure plus tard, un camion de Durand Motoculture arrivait. Un jeune mécanicien en descendit avec une caisse à outils professionnelle. Il s'appelait Kevin, avait 28 ans, sortait d'un BTS maintenance des matériels agricoles. Il regarda Amélie avec curiosité. Michel lui expliqua la situation. Kevin écouta, dubitatif. « Une pompe HP mal alignée qui imite un bruit de roulement? J'ai jamais vu ça. » Amélie lui tendit le carnet de Marceline. « Regardez page 47. C'est un cas documenté en 1997 et j'en ai vu un autre en 2012. C'est rare, mais ça arrive. » Kevin lut la page, impressionné par la précision des notes. « Ok, on va vérifier. » Il sortit une clé dynamométrique digitale, un comparateur à cadran et des cales micrométriques.
Sous les instructions précises d'Amélie, il desserra les boulons de la pompe, vérifia l'alignement avec le comparateur. Effectivement, il y avait un défaut de 0,7 mm. Il ajusta l'alignement avec les cales, puis resserra les boulons au couple exact de 25 Nm. L'opération prit 45 minutes. Bernard regardait, silencieux, les mâchoires serrées. Quand Kevin eut terminé, il se tourna vers Bernard. « C'est fait, vous pouvez essayer de démarrer. » Bernard monta dans la cabine. Sa main tremblait légèrement en tournant la clé. Le démarreur gémit, le moteur toussa une fois, deux fois, puis rugit et se stabilisa dans un ronronnement parfait. Plus de bruit anormal, plus de fumée noire. Juste le souffle puissant et régulier du moteur FPT tournant à 850 tours par minute. Bernard coupa le moteur, le redémarra. Parfait. Il descendit de la cabine, le visage figé. Les ouvriers applaudirent spontanément. Kevin siffla d'admiration. « Putain, elle avait raison, c'était bien la pompe, j'ai jamais vu ça. » Michel s'approcha d'Amélie et lui serra la main. « Madame, vous avez sauvé la moisson. Sans vous, on était foutus. » Amélie sourit faiblement. « C'est Marceline qui m'a tout appris. C'est elle que vous devriez remercier. » Bernard restait planté là, incapable de parler. Thomas s'approcha de lui. « Patron, vous lui devez au moins des excuses et un paiement correct. » Bernard se tourna lentement vers Amélie. Son visage était rouge, mélange de honte et de colère rentrée. Il tira son portefeuille de sa poche, en sortit un billet de 50 € et le tendit à Amélie sans un mot. Amélie le regarda, puis regarda le billet. Elle ne le prit pas. « Ce n'est pas ce que ça vaut, monsieur Duchamp. Vous avez dit vous-même que le problème aurait coûté 150 000 € à réparer. Je viens de vous économiser cette somme en moins d'une heure. Un diagnostic comme ça, dans n'importe quel garage professionnel, ça vaut au minimum 500 €. Bernard serra les dents. 500 € pour une clocharde qui dort sous les ponts, tu peux toujours rêver. C'est à ce moment qu'une Mercedes classe S noire se gara près du tracteur. Un homme en costume en descendit. La soixantaine, cheveux gris, allure distinguée, il portait une mallette en cuir. C'était Jean-Marc Beaufort, le directeur commercial des Grands Moulins de Paris, celui-là même avec qui Bernard avait le contrat de livraison de blé, assorti de pénalités de retard. Il avait entendu parler de la panne et était venu voir par lui-même si la moisson pourrait être honorée à temps. Beaufort s'approcha du groupe. « Monsieur Duchamp, j'ai appris que votre tracteur était en panne. J'espère que... » Il s'interrompit en voyant le tracteur tourner. « Il fonctionne. Comment avez-vous fait? Vous m'aviez dit ce matin que c'était irréparable avant 3 semaines. » Bernard bafouilla. « On a trouvé une solution. » Michel intervint. « C'est cette dame qui a trouvé la panne, monsieur. Elle a sauvé la moisson. » Beaufort se tourna vers Amélie et la détailla. Malgré son apparence, il y avait quelque chose dans son regard qui commandait le respect. « Vous êtes mécanicienne, madame ?» Amélie hocha la tête. « Oui, monsieur. J'ai appris avec ma grand-mère, Marceline Mercier. » Beaufort écarquilla les yeux. « Marceline Mercier, la légende de Jeanville, j'ai entendu parler d'elle quand je travaillais encore dans le secteur agricole il y a 20 ans. On disait qu'elle était la meilleure de France. » Amélie sourit tristement. « Elle l'était. Elle est morte il y a 20 ans. » Beaufort réfléchit un instant, puis se tourna vers Bernard. « Monsieur Duchamp, si cette dame a réparé votre tracteur alors que les spécialistes de Massey avaient échoué, vous lui devez plus que de la reconnaissance. Vous lui devez un paiement équitable. » Bernard grinça. « Je lui ai proposé 50 €. » Beaufort fronça les sourcils. « 50 € pour un diagnostic qui vous fait économiser 150 000 € et qui sauve un contrat d'1 million? Vous vous moquez du monde, Duchamp. Cette dame mérite au minimum 2 000 € pour ce qu'elle vient de faire. » Bernard devint livide. « 2 000 €? Vous êtes sérieux ?» Beaufort répondit froidement, « Très sérieux. Et si vous ne la payez pas correctement, je vais reconsidérer notre contrat. Les Grands Moulins de Paris ne travaillent pas avec des gens qui traitent leurs sauveurs comme des moins que rien. » Le silence fut terrible.
Bernard savait qu'il était coincé. Beaufort avait le pouvoir de détruire son business d'un simple coup de fil. Il sortit son chéquier d'une main tremblante et rédigea un chèque de 2000 € à l'ordre d'Amélie Mercier. Il le lui tendit sans la regarder. Amélie prit le chèque, le regarda longuement. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait vu depuis 7 ans. Elle sentit les larmes monter, mais les retint. « Merci, monsieur », dit-elle simplement. Beaufort ajouta « Madame Mercier, est-ce que je peux avoir vos coordonnées? Nous avons régulièrement des problèmes techniques sur nos installations de meunerie. J'aimerais pouvoir faire appel à vos services, si nécessaire. » Amélie baissa les yeux. « Je n'ai pas de téléphone, monsieur. Je n'ai pas d'adresse fixe. » Beaufort comprit immédiatement. Son visage s'adoucit. « Je vois. Écoutez, je vais vous donner ma carte. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi, et je vais passer quelques coups de fil. Une mécanicienne de votre talent ne devrait pas vivre dans la rue. » Amélie prit la carte, la gorge nouée. « Merci, monsieur. C'est très gentil. » Beaufort se tourna vers Bernard une dernière fois. « Monsieur Duchamp, j'espère que cette expérience vous aura appris quelque chose. On ne juge jamais les gens sur leur apparence. Le talent, le savoir, la dignité, ça ne se voit pas sur les vêtements. » Il salua l'assemblée et remonta dans sa Mercedes. Avant de partir, il baissa sa vitre et dit à Amélie « Madame Mercier, je suis sérieux. Appelez-moi, je peux vous aider. » Après son départ, Bernard resta planté là, humilié devant ses propres ouvriers. Michel s'approcha de lui. « Patron, cette dame a besoin d'un endroit où dormir ce soir. On pourrait lui proposer la chambre au-dessus de la grange. Elle est vide. » Bernard ne répondit pas immédiatement, puis grogna « Fais ce que tu veux. » Michel se tourna vers Amélie. « Madame, si vous voulez, vous pouvez dormir au chaud ce soir. Il y a une petite chambre avec un lit, une douche. C'est pas grand-chose, mais c'est mieux que dehors. » Amélie sentit les larmes couler enfin. « Merci, merci beaucoup. » Thomas ajouta « Et demain matin, je vous emmène en ville pour que vous puissiez encaisser ce chèque et acheter ce dont vous avez besoin. » Amélie hocha la tête, incapable de parler. Cette nuit-là, pour la première fois depuis 7 ans, Amélie dormit dans un vrai lit. Elle prit une douche chaude, pleura longtemps sous l'eau, puis s'allongea sur le matelas propre. Elle pensa à Marceline, à Chloé, à tout ce qu'elle avait perdu. Mais elle pensa aussi au chèque de 2000 €, à la carte de Beaufort, à la possibilité que peut-être enfin sa vie allait changer. Le lendemain matin, avant que Thomas ne vienne la chercher, Bernard monta à la chambre. Il frappa à la porte. Amélie ouvrit, surprise. Bernard était là, les yeux baissés, les mains dans les poches. Il dit d'une voix basse « Je voulais m'excuser pour hier, pour ce que j'ai dit. J'ai été un connard. » Amélie le regarda, surprise. « Vous n'êtes pas obligé de... » Bernard l'interrompit. « Si, je suis obligé. Beaufort avait raison. Je juge les gens sur leur apparence. Je l'ai toujours fait. Ma femme me l'a reproché pendant 30 ans. Mes fils me détestent pour ça. Et hier, vous m'avez prouvé que j'avais tort. Vous m'avez sauvé 150 000 € et ma récolte, juste avec votre savoir et vos mains. Moi, avec tous mes diplômes et mon argent, j'étais incapable de voir ce que vous avez vu. » Il sortit un autre chèque de sa poche. « Je vous dois plus que 2000 €. Voilà 5000 de plus. Et si vous voulez, vous pouvez travailler ici. Je cherche un chef mécanicien depuis 6 mois. Salaire 3000 € par mois. Logé sur place, avec une voiture de fonction. Vous pourriez superviser l'entretien de tout mon matériel. » Amélie resta bouche bée. « Vous êtes sérieux ?» Bernard hocha la tête. « Très sérieux. J'ai besoin de quelqu'un de compétent. Et vous êtes la plus compétente que j'ai jamais vue. » Amélie hésita. « Monsieur Duchamp, je n'ai aucun diplôme. Je ne saurais même pas remplir un contrat de travail correctement. » Bernard secoua la tête. « Les diplômes, je m'en fous maintenant. Vous avez le savoir. C'est tout ce qui compte. Et pour le reste, Michel vous aidera. » Amélie sentit son cœur battre. C'était une opportunité inespérée. Mais elle pensa à Chloé. « Monsieur, j'ai une fille.
Elle a 14 ans. Elle vit chez ma sœur à Tours. Si j'accepte, est-ce que je pourrais la faire venir vivre avec moi? Bernard réfléchit. Il y a une école à Pithiviers. C'est à 10 minutes d'ici. Si vous voulez que votre fille vienne, pas de problème. On agrandira le logement, on mettra une deuxième chambre. Amélie éclata en sanglots. Merci, merci, je ne sais pas quoi dire. Bernard posa maladroitement une main sur son épaule. Dites oui, et apprenez-moi à ne plus être un connard, parce que j'en ai marre d'être seule et détestée. Amélie accepta. Dans les jours qui suivirent, avec l'argent qu'elle avait reçu, elle acheta des vêtements propres, des outils neufs, un téléphone. Elle appela sa sœur Marie et lui annonça la nouvelle. Marie pleura de joie. Chloé hurla de bonheur au téléphone. « Maman, tu vas vraiment venir me chercher? On va vraiment vivre ensemble ?» Amélie promit, la voix brisée d'émotion. 15 jours plus tard, Chloé arrivait à la ferme. Quand elle serra sa mère dans ses bras, les deux pleurèrent pendant 1 heure. Bernard tint parole. Il fit aménager une maison de 2 chambres pour Amélie et Chloé, leur donna une Renault Clio de fonction, signa un contrat en bonne et due forme. Amélie commença à travailler comme chef mécanicien. Elle supervisa l'entretien des 3 tracteurs, des 2 moissonneuses, de tous les équipements. Elle forma les jeunes ouvriers, transmit son savoir. Elle découvrit des défauts que personne n'avait jamais vus, économisa à Bernard des dizaines de milliers d'euros en réparation préventive. Bernard, de son côté, commença à changer. Lentement, douloureusement, mais sincèrement. Il cessa de hurler sur ses ouvriers, il augmenta leur salaire, il traita Michel avec respect, il appela ses fils à Paris, s'excusa pour tout, essaya de renouer le contact. Maxime et Jérôme, surpris, acceptèrent de lui donner une chance. 6 mois plus tard, ils vinrent le voir à la ferme. Ils rencontrèrent Amélie, entendirent son histoire et furent bouleversés. « Papa, dit Maxime, si tu avais été comme ça il y a 20 ans, on n'aurait jamais eu besoin de partir. » Beaufort, le directeur des Grands Moulins, tint aussi sa promesse. Il recommanda Amélie à plusieurs entreprises agroalimentaires de la région. Elle commença à recevoir des appels pour des diagnostics complexes. Elle intervenait en soirée et les week-ends, gagnant un complément de revenus significatif. En 1 an, elle avait économisé 40 000 euros. Elle décida d'investir cet argent dans un projet qui lui tenait à cœur. 18 mois après sa rencontre avec Bernard, Amélie créa la Fondation Marceline Mercier, une association d'aide aux femmes en difficulté qui voulaient apprendre un métier technique. Elle loua un ancien hangar à Janville, le fit rénover, y installa des outils, des machines, des salles de formation. Elle recruta d'anciens collègues à elle, des mécaniciens retraités qui acceptèrent de transmettre leur savoir. La Fondation offrait des formations gratuites de 6 mois en mécanique agricole, automobile, industrielle. Les stagiaires étaient logés, nourris, accompagnés psychologiquement et socialement. Bernard fut le premier donateur de la Fondation. Il donna 50 000 euros et mit à disposition du matériel agricole pour les formations. Beaufort et les Grands Moulins donnèrent 100 000 euros. D'autres entreprises suivirent. En 3 ans, la Fondation forma 87 femmes. 83 trouvèrent un emploi stable dans les 6 mois suivant la fin de la formation. Des femmes qui vivaient dans la rue, des ex-détenus, des mères célibataires, des réfugiés, toutes trouvèrent une seconde chance grâce au savoir transmis. Amélie devint une personnalité respectée dans la région. Elle fut invitée à des conférences, des émissions de radio, des articles de presse. France 3 Centre-Val de Loire fit un reportage sur elle. Le titre était « De SDF à chef mécanicien, le destin incroyable d'Amélie Mercier ». La petite fille de la légende Marceline. Le reportage fut vu par plus de 500 000 personnes. Amélie reçut des centaines de messages de soutien, de remerciements, d'admiration. Mais elle restait humble. Elle continuait à travailler à la ferme de Bernard, à former les jeunes, à intervenir sur les machines difficiles. Chloé, maintenant âgée de 16 ans, étudiait au lycée de Pithiviers et envisageait de devenir ingénieure mécanique. « Maman, disait-elle, je veux faire comme toi et mamie Marceline. Je veux montrer que les femmes peuvent tout faire. »
Amélie la serrait dans ses bras, les yeux brillants de fierté. 2 ans après la création de la fondation, la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir décida d'honorer Amélie. Une cérémonie fut organisée à Chartres. Plus de 300 personnes étaient présentes. Agriculteurs, mécaniciens, élus, journalistes. Bernard était au premier rang, accompagné de ses fils. Michel et tous les ouvriers de la ferme étaient là. Beaufort et toute l'équipe des Grands Moulins également. Kevin, le jeune mécanicien qui avait aidé à réparer le tracteur ce jour-là, était venu avec sa famille. Le président de la Chambre d'agriculture fit un discours émouvant. Amélie Mercier incarne ce que notre pays a de meilleur. Le courage de se relever après être tombé, la dignité face à l'humiliation, le partage du savoir face à l'égoïsme. Elle a traversé l'enfer et en est ressortie plus forte, non pas pour se venger, mais pour aider les autres. Elle honore la mémoire de sa grand-mère Marceline et montre à toutes les femmes de France qu'aucune porte ne leur est fermée si elles ont le talent et la détermination. On remit à Amélie la médaille d'or du mérite agricole, la même que Marceline avait reçue en 1992. Amélie monta sur scène les jambes tremblantes. Elle regarda l'assistance, tous ces visages tournés vers elle, et repensa à ce jour où elle était arrivée sale et humiliée sur cette ferme. Elle prit le micro et dit d'une voix émue « Je dédie cette médaille à Marceline Mercier, ma grand-mère, qui m'a tout appris. Elle me disait toujours « Le savoir n'a pas de sexe, pas de classe sociale, il a seulement de la vérité. » Elle me disait aussi « Ne juge jamais les gens sur leur apparence, car le plus grand talent peut se cacher sous la plus grande pauvreté. » J'ai vécu dans la rue pendant 7 ans. J'ai été humilié, méprisé, insulté. Mais je n'ai jamais perdu mon savoir, ni ma dignité. Et aujourd'hui, grâce à des gens comme M. Duchamp, qui a eu le courage de reconnaître ses erreurs, grâce à M. Beaufort qui m'a tendu la main, je suis devant vous. Ma vie n'est pas parfaite, mais elle a un sens. Et si mon histoire peut inspirer ne serait-ce qu'une seule personne à ne jamais abandonner, alors tout ce que j'ai vécu aura valu la peine. L'assistant se leva et applaudit pendant 5 minutes. Beaucoup pleuraient. Bernard, debout au premier rang, applaudissait avec des larmes qui coulaient sur ses joues. Ses fils le regardaient avec une émotion nouvelle. Michel hurlait de joie. Chloé, dans les bras de sa tante Marie, sanglotait de fierté. Après la cérémonie, Bernard s'approcha d'Amélie. « Amélie, je voulais vous dire quelque chose. Vous m'avez sauvé. Pas seulement mon tracteur ou ma récolte. Vous m'avez sauvé moi. Vous m'avez montré que j'étais devenu un monstre et vous m'avez donné une chance de redevenir humain. Mes fils me parlent à nouveau. J'ai retrouvé le respect de mes ouvriers. J'ai même renoué avec mon ex-femme. On se voit de temps en temps, on discute. Tout ça, c'est grâce à vous. Je ne vous remercierai jamais assez. » Amélie lui prit la main. « Monsieur Duchamp, vous m'avez donné une chance quand tout le monde me rejetait. Vous m'avez permis de retrouver ma fille. Vous avez financé la fondation qui aide tant de femmes. On est quitte. » Bernard secoua la tête. « Non, on ne sera jamais quitte. Mais on peut être amis. » Amélie sourit. « Amis, ça me va. » Ce soir-là, de retour à la ferme, Amélie monta dans sa chambre. Elle posa la médaille sur son bureau, à côté d'une photo encadrée de Marceline. Elle regarda longuement le visage de sa grand-mère, ses yeux malicieux, son sourire fier. « On a réussi, mamie. On a montré que ton enseignement valait tous les diplômes du monde. On a montré que la dignité ne s'achète pas et ne se perd jamais. Et on a aidé des dizaines de femmes à trouver leur place. Tu serais fier de moi, j'en suis sûr. » Chloé entra dans la chambre et s'assit près de sa mère. « Maman, je suis tellement fière de toi, tu es mon héroïne. » Amélie la serra fort contre elle. « Et toi, tu es mon trésor. Tout ce que j'ai fait, c'était pour qu'on puisse être ensemble à nouveau, pour que tu aies une vie meilleure que la mienne. » Chloé secoua la tête. « Ta vie est magnifique, maman. Tu as transformé ta souffrance en quelque chose de beau. Tu as aidé tant de gens. Un jour, je ferai pareil. » Les années qui suivirent furent paisibles et heureuses. La fondation continua à croître. En 2026, elle avait formé plus de 200 femmes.
Un réseau d'anciennes stagiaires se créa, s'entraidant, partageant les offres d'emploi, les conseils, les expériences. Certaines créèrent leur propre garage, d'autres devinrent formatrices à leur tour. L'histoire d'Amélie inspira plusieurs livres, documentaires, articles. Des écoles d'ingénieurs l'invitèrent à témoigner devant des étudiants. Elle répétait toujours le même message. Le talent n'a pas de genre. La pauvreté n'est pas une fatalité. La dignité est indestructible. Bernard continua à changer. Il transforma sa ferme en modèle d'agriculture raisonnée et sociale. Il employa plusieurs anciennes stagiaires de la fondation. Il créa une crèche pour les enfants de ses employés. Il augmenta les salaires bien au-dessus du SMIC. Il devint un exemple de patron bienveillant. Ses fils revinrent s'installer près de lui. Maxime reprit une partie de l'exploitation. Jérôme ouvrit une boutique de produits bio à Pithiviers. La famille était réunie. Amélie ne revit jamais la rue. Elle ne manqua plus jamais d'argent. Mais elle n'oublia jamais d'où elle venait. Chaque mois, elle allait distribuer des repas chauds aux sans-abri de Chartres et Pithiviers. Elle leur parlait, les écoutait, leur donnait espoir. « J'étais comme vous », leur disait-elle. « J'ai dormi sous les ponts, j'ai fouillé les poubelles, mais je ne suis pas morte. J'ai tenu. Et vous aussi vous tiendrez. N'abandonnez jamais. » En 2028, la Fondation reçut le prix national de l'insertion professionnelle féminine remis par le ministre du Travail à Paris. Amélie monta sur la scène de l'hôtel Matignon, serrant Chloé par la main. Chloé avait maintenant 20 ans et venait d'être admise à l'école centrale de Lyon en génie mécanique. Le ministre dit dans son discours « Amélie Mercier prouve que la France est un pays où les secondes chances existent, où le mérite peut triompher de l'adversité, où une femme seule, partie de rien, peut changer la vie de centaines d'autres. Elle est un modèle pour notre jeunesse et un honneur pour notre République. » Amélie prit le micro une dernière fois. Elle regarda l'assemblée de politiques, d'entrepreneurs, de journalistes. Elle pensa à Marceline, à Bernard, à Beaufort, à toutes les femmes qu'elle avait formées, à Chloé. Et elle dit simplement « La vraie richesse n'est pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on partage. La vraie force n'est pas dans l'orgueil, mais dans l'humilité. Le vrai savoir n'est pas dans les diplômes, mais dans la capacité à apprendre et transmettre. Ne jugez jamais personne sur son apparence, car vous ne savez pas quelle histoire se cache derrière. Donnez une chance à ceux qui sont tombés, tendez la main à ceux qui souffrent, car un jour, peut-être, ce sera vous qui aurez besoin qu'on vous relève. Et ce jour-là, vous comprendrez que nous sommes tous connectés, tous fragiles, tous dignes de respect. » Si cette histoire vous a touché le cœur, si vous croyez que chacun mérite une seconde chance, peu importe d'où il vient, laissez votre like et abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune des histoires qui vont vous émouvoir et vous inspirer. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il ne faut jamais abandonner, que le talent et la dignité triomphent toujours de l'adversité. Dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti en écoutant le parcours d'Amélie. Et racontez-moi si vous aussi, vous avez été un jour jugé injustement à cause de votre apparence. Vos histoires peuvent redonner espoir à d'autres. Activez la cloche pour être notifié des prochains récits qui vont vous rappeler que l'humanité existe encore. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.